Aujourd'hui, on peut réaliser quasiment tous les effets spéciaux que l'on veut grâce aux images de synthèse. Je me suis donc dit que ça pouvait être rigolo d'aller voir comment étaient réalisés les effets spéciaux au tout début du cinéma, quand il n'y avait pas d'ordinateur. Je vais vous expliquer les plus bluffants et révolutionnaires pour l'époque. Numéro 1. L'effet Schuftan. Le procédé permet de mélanger dans une même prise de vue des décors de taille réelle, des acteurs et des maquettes. Cela évite d'avoir à construire des décors gigantesques qui coûteraient une fortune. Dans cette scène du film Metropolis, seuls les premiers mètres du bâtiment sont vrais. Tout le haut est en fait la projection d'une maquette à l'échelle 1/20. Pour réaliser ce trucage, un miroir avec une inclinaison de 45 degrés est placé entre la scène et la caméra. La maquette est posée sur le côté afin que son image se reflète dans le miroir. Le reflet de la maquette se fond alors avec la scène principale pour ne former qu'une seule image. Ce procédé a également été utilisé pour la scène du stade. Seuls les 10 premiers mètres du mur sont vrais. Imaginez le bordel à mettre en place. Il faut que chaque élément soit placé au poil de cul près pour que l'effet marche. Numéro 2. La double exposition avec un cache. Cette technique consiste à masquer une partie de l'objectif afin que la pellicule ne soit pas exposée. Il faut ensuite inverser les caches et refilmer par-dessus la même pellicule. Il est ainsi possible de superposer deux images différentes sur le même plan. Pour mieux comprendre, on va analyser la scène de la séparation de la mer dans les 10 commandements de 1923. Bon, tout d'abord, pour séparer la mer en deux, ils ont simplement balancé de l'eau sur une grande maquette et ils ont repassé le film à l'envers. Mais comment faire traverser des hommes entre les deux murs d'eau statiques ? En fait, ils ont utilisé des gâteaux de gélatine, sur lesquels l'équipe a fait couler de l'eau continuellement. Le tout est filmé en macro avec un cache noir. Ensuite, ils ont enregistré le cortège d'acteurs sur une plage en Californie, avec un cache noir contraire du premier. La superposition des deux images crée le plan définitif. Et ouais, c'est ça la magie du cinéma. On croit voir Moïse et ses disciples dans le désert égyptien, et en fait on mate une plage à la con entourée de gelée. Numéro 3. La perspective forcée. Ce procédé est brillamment utilisé dans L'homme à la tête en caoutchouc de Georges Méliès. Ce court-métrage avait complètement scotché le public de l'époque, tant les effets y étaient révolutionnaires. Il y en a des dizaines, mais je vais juste expliquer le trucage principal, celui qui permet de faire enfler la tête. Un acteur est assis sur une chaise, son corps est caché par un tissu noir par lequel il passe la tête. Le fond étant noir, on a l'impression qu'il n'y a rien sous la table. La chaise est placée sur des rails, ce qui permet de faire glisser l'acteur pour s'approcher ou s'éloigner de la caméra qui, elle, reste fixe. Quand l'acteur avance, la tête grossit et semble enflée comme un ballon. Numéro 4. Les animatroniques. Ce sont des créatures que l'on peut animer grâce à un mécanisme interne. L'exemple le plus connu est l'énorme T-Rex en taille réelle de Jurassic Park. Eh bien, j'ai retrouvé le même type d'animatronique géant dans les Nibelungen. Un film allemand épique qui dure 5 heures. Il y a un nain, une forêt enchantée, une épée magique, un dragon. Bref, c'est un peu le Seigneur des Anneaux de l'époque. Le héros traverse une forêt et tombe sur un dragon qu'il doit évidemment combattre. Ce dragon est un animatronique. Bon ok, il est pas aussi impressionnant que le T-Rex de Jurassic Park, mais il est quand même énorme. J'ai retrouvé ce magnifique plan d'époque super détaillé. En fait, il pesait 1 tonne et mesurait 20 mètres de long. En tout, il fallait 14 personnes pour le manipuler. Il était en plus capable de jeter du feu par la bouche grâce à un lance-flamme manipulé par des mecs à l'intérieur de la bête. Putain, c'est sacrément dangereux leur truc. Imaginez le four que ça peut devenir à l'intérieur du monstre si le lance-flamme se met à déconner. Numéro 5. Le stop motion. Cette technique a été utilisée dès le début du cinéma, surtout dans les films de science-fiction. Bon, je pense que tout le monde connaît le principe, mais je vais le réexpliquer au cas où. On pose l'objet, on prend une photo. On bouge l'objet, on prend une photo. On rebouge l'objet, on prend une photo. On rebouge l'objet, on prend une photo. On bouge encore l'objet, on prend une photo. On bouge une autre fois l'objet, on prend une photo. On bouge l'objet, on prend une photo, on bouge encore l'objet, on prend une photo, on bouge l'objet, on prend une photo, on bouge l'objet, on prend une photo, on bouge l'objet, on prend une photo. Ah ouais, il faut être ultra patient, c'est vraiment pas fait pour moi. Après on met toutes les photos les unes à la suite des autres et ça finit par faire un film. Au cinéma, vu qu'il y a 24 images par seconde, il faut faire 24 photos pour avoir une seconde, soit 1440 photos pour faire une minute de film. Un des premiers à avoir utilisé ce procédé a été ce bon vieux Méliès, dans son film La Lune à 1 mètre. Il a animé ce petit tableau là-bas derrière, un stop motion. Par la suite, le procédé a brillamment été utilisé pour faire Le Monde Perdu, en 1925. Les techniciens ont mis 14 mois pour animer tous les dinosaures.
Ils ont même poussé le procédé un peu plus loin. Sur de nombreuses scènes, on peut voir des nuages qui bougent ou des perspectives très profondes. Pour réaliser cet effet, ils ont projeté l'image du fond par l'arrière. Le projecteur envoie les images une par une afin de pouvoir animer les dinosaures en stop motion. Sur cette image, on distingue bien les 3 superpositions. Au premier plan, les acteurs filmaient avec un vrai décor qui dépasse bien au-dessus de leur tête afin de pouvoir faire un cache, qui permet de faire une double exposition. Au deuxième plan, le dinosaure en stop motion. Au troisième plan, le fond projeté par derrière. Les différentes sources d'images se mélangent bien et l'illusion finale est plutôt bien réussie. C'était les effets spéciaux à l'époque du cinéma muet. Je ferai bientôt une deuxième partie sur les effets spéciaux sans ordinateur, de 1940 à 2000 à peu près. Pour ne pas rater les prochains épisodes, je vous conseille vigoureusement de vous abonner à la chaîne. Bisous bisous.